Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin encore dans le débat de Nana FM. Au micro, je suis Émile Sanvi. La déclaration de politique générale du gouvernement de transition, nous y reviendrons ce matin avec en bonne place l'état de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale qui prévoit de renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale. Et pour en parler, je suis en compagnie du secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois. Bonjour. Bonjour Monsieur Sanvi, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Nana FM. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux préoccupations des Togolais ce matin. C'est un grand plaisir. Et vous aussi, nos chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous appeler dès que l'antenne vous sera ouverte via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Alors, Monsieur le ministre, un gouvernement de 35 membres est nommé pour mettre en place les institutions de la 5e République. Et donc, au regard des figures qui composent ce gouvernement, on est tenté de dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Mais d'une certaine manière, alors 35 membres, beaucoup de gens disent que certains en disent que c'est un gouvernement pléthorique. Je rappelle que le précédent faisait 33 membres, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 2 qui correspondent symboliquement aux 2 ministres auprès du président de la République, les 2 ministres sans portefeuille qui sont auprès de la présidence de la République, et puis à une nouvelle orientation des priorités du gouvernement. Mais quand on dit qu'on prend les mêmes et on recommence, évidemment, on ne peut pas renouveler un gouvernement à 100%. D'abord parce qu'il y a une continuité de l'État dans certains domaines où le changement de personnalité dans un délai court peut perturber le fonctionnement de l'État et donc la délivrance des services à nos compatriotes. Typiquement, l'exemple, c'est que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il est évident que si on change à la fois le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, d'une part, et qu'on change le ministre de l'enseignement technique, vous avez un bouleversement total sur l'enseignement. Il est évident qu'il faut maintenir le ministre au moins de l'enseignement primaire et secondaire, qui avait antérieurement le portefeuille du ministère de l'enseignement technique et qui peut utilement, en synergie avec son collègue des enseignements techniques et de la formation professionnelle de l'apprentissage, lancer la rentrée à moins de 15 jours. Et donc, ces éléments font qu'on est obligé, d'une certaine manière, de renouveler que partiellement le gouvernement. Mais au-delà de ça, vous avez constitutionnellement un délai initial qui était prévu pour le passage constitutionnel de la phase que nous avons à traverser, et la Constitution avait prévu 12 mois. Sur 12 mois, on en a consommé presque 30%, il en reste 8 à peu près aujourd'hui. Et quand on fait un gouvernement à 8 mois d'une échéance constitutionnelle importante comme celle d'un passage d'une république vers une autre, vous ne pouvez pas changer totalement le gouvernement. Parce que les délais sont courts, le temps de prise en main des ministères, du personnel, de l'activité doit être rapide, et il est nécessaire de maintenir au minimum un certain nombre de fonctions traditionnelles, et en particulier lorsque les ministres sont compétents, comme on a pu le voir dans le gouvernement précédent. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les institutions que ce gouvernement de transition est appelé à mettre en place? Alors, le gouvernement de transition, mais la Constitution fixe à l'avance. D'une part, il y a un premier corps qui doit être installé, ce sont les présidences de régions, les collèges, les conseils régionaux, avec à leur tête les présidents et les gouvernances qui doivent se mettre en place, puisque je rappelle que les régions, ensemble avec nos communes, forment le corps électoral du Sénat. Donc, l'une des premières qui doit être mise dans le bas de l'échelle, c'est d'abord finaliser la prise de fonction des conseillers régionaux qui ont été élus récemment. Ensuite, et pour cela, on a déjà nommé les gouverneurs qui doivent convoquer ces premières réunions de ces conseils régionaux. Ensuite, évidemment, il y a une série d'activités normatives qui doivent se passer. Il y a quelques réformes de tests qui doivent intervenir pour accompagner ces dispositions transitoires prévues par notre Constitution. Et après cette activité, se met en place donc le corps électoral du Sénat, la convocation de ce corps électoral, l'élection sénatoriale qui est une élection indirecte, universelle mais indirecte. Et une fois que le Sénat est mis en place, nous avons donc la seconde chambre de notre Parlement qui sera prête à ce moment à faire corps avec l'Assemblée nationale pour former le corps électoral du président de la République. Donc, première étape, mise en place des conseils régionaux. Deuxième étape, convocation du Sénat. Entre les deux, le gouvernement fera les activités de réforme des tests notamment. Et puis, une fois qu'on a mis le Sénat en place, on va faire la convocation du Congrès
qui, lui, va parallèlement à la désignation par la majorité, ou à la formalisation, si vous voulez, de la désignation par la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale du président du Conseil, immédiatement se mettra en place les éléments nécessaires pour l'élection du président de la République, et puis une synchronisation de la prise de fonction des deux interviendra après cette élection. Et tout ça là, ça va aller très très vite. Très vite, parce que nous avons que 8 mois à faire, et techniquement, si vous mettez 8 mois, en réalité, il faut compter un processus total de pas plus de 150 jours, donc 5 mois à peu près, pour la mise en place. Et si vous avez des stop and go, des imprévus qui interviennent, vous avez un reliquat de 3 mois pour les gérer. Donc il y aura de la pression dans l'air, il y aura de l'accélération qui va se mettre en place à partir de cette semaine déjà. D'accord. Alors, on en vient maintenant à la déclaration de politique générale. On le sait, la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement est structurée en deux séquences. Il s'agit d'abord de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et la prise en compte des aspirations et des attentes des Togolais. Où en est-on pour ce qui concerne d'abord le renforcement de l'harmonie sociale dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale? Alors, il faut rappeler que le gouvernement qui a été mis en place le 20 août est un gouvernement de mission. D'abord parce que sa feuille de route est clairement déterminée avec 3 aspects plutôt que 2. C'est 3 aspects. Le premier aspect, c'est bien évidemment la mise en place des institutions de la Ve République. Le deuxième, c'est l'épuisement de la feuille de route antérieure qui était de 2020 à 2025. Donc il y a un reliquat temporel de 8 mois à combler rapidement pour l'achever. Et puis une évaluation est en cours pour avoir le taux d'exécution global parce que toutes les activités ne sont pas au même niveau. Et puis la troisième, c'est la prise en compte des besoins quotidiens de nos compatriotes et des expressions que vous avez dites, comme vous l'avez dit, qui sont issues des dernières élections. Sur l'harmonie sociale et l'inclusion, évidemment, si vous reprenez le bilan qui est en cours, nos compatriotes sont éminemment satisfaits. Il y a encore un reliquat à faire. Il faudra faire beaucoup plus que ce qui a été fait. Nous aurons une évaluation complète de la feuille de route et un bilan que le gouvernement présentera une fois qu'il sera totalement disponible. Mais à l'étape actuelle, où nous avons déjà consommé à peu près 4/5 du temps, puisque c'est 2020-2025, la rédaction d'une nouvelle feuille de route qui va prendre la main après la mise en place du nouveau gouvernement est en cours. Donc, s'appuie sur une première évaluation qui a été faite de cette action. Alors, il y a secteur par secteur et activité par activité, on a une appréciation qui va d'excellent à moyen. Il y a certaines activités qui ont pris du retard pour plusieurs raisons. Et évidemment, nos compatriotes ne sont pas contents de ça. Et nous rectifierons ces choses-là dans cette phase. Oh, je n'ai pas de mémoire, parce qu'il y a quand même 42 projets. Mes collègues qui passeront vous expliqueront un peu plus en détail, projet par projet, si vous êtes intéressé, secteur par secteur. Et puis, il y en a qui sont totalement achevés aujourd'hui. Donc, on arrive globalement à une moyenne, allez, pour ne pas donner une note, compris entre les 2 tiers et les 4/5 à peu près de la feuille de route qui ont été réalisées à ce jour. Mais encore, je dis, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui sont encore en retard, il y en a qui ont pris de l'avance, qui sont achevés, mais globalement, nous sommes entre 2 tiers et 4/5. Alors, l'harmonie sociale, puisqu'on en parle, ça implique le respect mutuel. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'entre les gouvernants et les administrés, le courant passe bien? Non, absolument. Je pense qu'on ne peut pas discuter cela. Aujourd'hui, avec nos compatriotes, regardez simplement l'ambiance dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos milieux ruraux. Aujourd'hui, nous avons une paix, on a peu de contestations qui montrent bien qu'il y a une bonne symbiose. Alors, dès qu'il y a une bonne symbiose qui existe entre la gouvernance, les populations, nos compatriotes, nos administrateurs, etc., veut dire aussi que c'est vrai qu'une partie importante a été faite, mais il faut continuer à le faire. On a vu récemment une réunion qui s'est tenue à Kara entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Typiquement, les députés ont remonté au gouvernement un certain nombre de constats de terrain, autant en satisfaction que parfois en déception. Et le gouvernement va rectifier ce qui concerne la déception et va accentuer ce qui concerne la satisfaction. Alors, l'harmonie sociale, ça suppose aussi que les citoyens soient traités de manière juste et équitable. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense que les citoyens sont traités de façon juste et équitable, objectivement parlant. Mais dans toute société, vous avez toujours des marges d'injustice qui peuvent être individualisées, qui peuvent être des petites poches. Et ça, il faut s'atteler à le rectifier. Et l'un des mécanismes, vous verrez par exemple un ministère comme celui du ministre Bawara, qui s'appelait ministère de la fonction publique. De la fonction publique, du travail et du dialogue social, est devenu le ministère de la réforme du service public, du travail et du dialogue social. La nuance réforme du service public montre bien que c'est l'attachement à la délivrance des résultats de nos compatriotes. Ça veut dire plus de justice sociale
plus d'accès facilité aux services publics. Et donc, c'est le résultat tel qu'il est perçu par le citoyen qui est mis en œuvre. Avant, la fonction publique, c'est la gestion des ressources de l'État et de ses collectivités. Donc, c'est purement une activité de recrutement des compétences, etc. Aujourd'hui, c'est l'adéquation entre les compétences recrutées, le schéma de production du service public. Typiquement, je donne, si vous cherchez un document administratif, il faut que le fonctionnaire ou l'agent public qui est en place puisse le faire dans le délai le plus court possible, avec des mécanismes les plus simplifiés. Le discours administratif doit être simplifié, les procédures doivent être simplifiées, digitalisées, l'accueil doit être amélioré, il faut un peu de sourire quand même à nos guichets administratifs. Et donc, il y a une série de réformes importantes et de courtoisie que le ministre Bavara va mettre en œuvre pour que le citoyen soit pleinement satisfait. Oui, concernant la question de l'injustice, on se souvient que la conférence épiscopale des évêques du Togo avait dénoncé le fait que les biens soient accaparés par quelques riches qui deviennent de plus en plus riches au détriment des plus pauvres qui deviennent davantage pauvres. Alors comment ça s'explique une telle injustice qui s'observe jusqu'à présent? Vous savez, la conférence des évêques du Togo est un acteur comme tous les autres qui donne son opinion sur ce qu'il veut. Ils n'ont pas la sainte parole de l'évangile. Je suis désolé, ce sont des évêques. Je suis d'accord, je les respecte. Mais c'est à la suite d'un constat qui a été fait par le chef de l'État. Le constat est basé sur quelles statistiques? Et le fameux discours du président dont on dit a été depuis édulcoré, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui est important, c'est de dire que dans notre pays, évidemment, nous avons diverses couches sociales. Et qu'il faut travailler à l'émergence d'une véritable couche moyenne au moins qui soit pérenne et qui ait de la richesse de la distribution. C'est le travail auquel s'attelle le gouvernement et ce sont les priorités que le président de la République a fixées au gouvernement. Donc nous ne disons pas que tout est parfait dans notre monde, mais nous disons quand même qu'il y a aussi des excès dans l'appréciation qui n'est pas basée sur de l'évaluation statistique ni sur des chiffres. Vous entendez les chiffres, les mots comme beaucoup, nombreux, etc. Mais beaucoup, ça veut dire combien? Nombreux, ça veut dire combien? Qui les a évalués? Sur quelle base? Sur quel mécanisme? Mais ce qui est important, ce n'est pas tant de rester dans ce débat. C'est dire qu'il faut faire en sorte que le Togo soit un pays où on apprécie de plus en plus d'y vivre. Donc les conditions élémentaires doivent être améliorées pour tous. Et faire en sorte qu'on sorte de la vulnérabilité de plus en plus. Vous noterez sur ce point, par exemple, que le gouvernement actuel, si nous prenons un ministère comme celui de l'action sociale, est passé de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, à l'action sociale, la solidarité. La solidarité et la promotion de la femme. L'innovation, c'est la solidarité. Et la solidarité, c'est faire en sorte que nos compatriotes qui sont, vous avez dit, pauvres, démunis, etc., ou qui sont exposés à la vulnérabilité compte tenu du contexte social, de leur situation matérielle et financière, ou de leur situation physique, puissent avoir l'appui de l'État, l'appui de la nation et l'appui de tous les compatriotes. La phrase que le président de la République avait déjà donnée sous Covid en disant « nul ne sera laissé de côté » est une phrase qui doit être vécue en permanence. Et cet appui non pas seulement par la période de Covid. Ça devra se matérialiser comment? Alors, aujourd'hui, l'action sociale travaille. J'ai vu Mme Zissou Glassou a fait déjà une série de réunions. Elle en a encore ce matin sur la coordination des services pour redéfinir la notion de solidarité et remettre des mécanismes. D'une part, les mécanismes de l'État qui existent doivent être renforcés avec un positionnement par région. Nous avons aujourd'hui l'appui des gouverneurs dans les régions qui doivent aider à pouvoir faire ce portage de nos compatriotes et de leur renforcement afin qu'ils puissent être un peu plus soutenus par la nation dans leur bonheur. Le deuxième, c'est mobiliser, comme nous l'avons déjà vu sous Covid, toutes les générosités qui sont extra-étatiques, qui sont individuelles. Parce que nous avons vu quand même que nos compatriotes sont sensibles à la situation de la solidarité. Et je ne parle pas que des plus démunis, je parle même des plus nantis. Nous avons vu comment ils se sont déployés lorsque le pays était en difficulté sanitaire. Et nous pensons qu'il faut rassurer, d'une part, sur les mécanismes de cette solidarité individuelle, et ensuite rassurer sur les process d'emploi des ressources qui sont fournies par nos compatriotes, et puis montrer véritablement de la transparence là-dessus et faire en sorte que les gens soient de plus en plus généreux, mais en même temps que les mécanismes de l'État puissent porter les nouveaux vers les vulnérables, vers un peu plus de prospérité. Alors, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour rectifier le tir au niveau de l'administration publique? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de Togolais estiment aujourd'hui que le népotisme a pris le pas sur la méritocratie. Alors, encore une fois, vous avez dit ce que je dis toujours, et je viens d'en parler. Quand on dit beaucoup de Togolais, on ne sait pas combien on dit ça. Et ça donne, malheureusement, dans la perception, le sentiment que nous avons un pays qui est basé sur le népotisme et ça. Ce n'est pas exact.
Nous faisons aujourd'hui, si vous prenez sur le recrutement, nous avons aujourd'hui des processus de recrutement. Si nous prenons sur l'accès au service public, nous améliorons cela. J'ai parlé déjà du ministère de la modification de l'intitulé du ministère Bawara, et donc il donne un fléchage sur l'orientation, améliorer l'accès au service public. Ce n'est plus la fonction publique, c'est du service public. Ça veut dire que c'est le résultat qui est délivré, qui doit être égal, juste pour tous et facile pour tout Togolais et pour toute personne vivant au Togo, quelle que soit sa nationalité. Le deuxième mécanisme, au-delà de ça, je prends par exemple au niveau du secrétariat général du gouvernement. Nous organisons depuis un moment, vous avez pu le constater, des réunions périodiques et régulières avec les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet des ministères. Pourquoi? Parce que ce sont tous les coordonnateurs des services publics. Et qu'il faut leur imprimer un rythme, une lecture des instructions du président de la République qui leur permettent de mieux organiser l'accès de nos compatriotes à leurs services, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient administratifs. Il faut que les Togolais puissent accéder aux services le plus rapidement possible lorsqu'ils en ont besoin et qu'il l'ait en permanence. Donc, et au moindre coût, le plus gratuit possible. Donc, ces éléments aujourd'hui font le lit de ce sur quoi le gouvernement va travailler. Il y a d'autres mécanismes derrière. Hein. Si vous prenez le ministère de développement à la base, l'inclusion financière, qui se voit rajouter la jeunesse et l'emploi des jeunes. L'association de ces deux ministères initiaux qui étaient séparés, inclusion et développement à la base, montre la nécessité de fusionner des leviers de prospérité que sont le développement à la base et puis l'inclusion financière pour atteindre l'objectif du plein emploi des jeunes et puis de l'autonomie des femmes, puisque ce sont les deux qui sont visés notamment en haut par l'inclusion financière et par l'emploi des jeunes. Donc il y a un faisceau de lecture qu'il faut avoir de la nouvelle architecture du gouvernement qui fusionne vers le citoyen. La personne du citoyen est au centre de l'action du gouvernement. Alors, sur ce deuxième axe concernant la prise en compte des aspirations des Togolais, est-ce qu'on va dire que dans la Ve République, les Togolais seront beaucoup plus heureux? Je crois qu'on peut dire que la Ve République est un cadre de prospérité, d'épanouissement qui est mis en place. Pourquoi? Alors, ce n'est pas un slogan politique. La Ve République est justifiée, entre autres, par la réduction des crises. Nous payons jusqu'à aujourd'hui nos crises politiques de 1993 à 2007. Les 15 ans de suspension de coopération dues à nos petites séances politiques. Et nous les payons jusqu'à maintenant. Les gaps en matière de ressources humaines n'ont pas été comblés pendant ces 15 ans et on les repousse et les anciens s'en vont et vous avez un vide. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'à un moment donné, beaucoup de jeunes ont accédé aux fonctions quasiment sans expérience parce que les tutorats qui devaient se mettre en place avec les anciens n'ont pas pu se faire. Ils sont partis à la retraite ou malheureusement certains sont décédés en temps. Nous avons eu des pertes de compétences et la transmission n'a pas été au rendez-vous. Sur le plan financier, nous avons eu les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, la cinquième, en réduisant d'une part les mécanismes d'évolution du pouvoir liés à des zones de contestation, permet d'avoir une paix et de dégager du temps nécessaire pour les élections. Un exemple, nous avons fini les élections cette année. La prochaine élection que nous avons, ce sont les municipales dans 9 mois, au mois de mai ou juin 2025. Et puis après, nous aurons 5 années où nous pourrons nous consacrer au plein épanouissement de nos compatriotes. Évidemment, quand on a 5 années pour s'occuper de cela, on devrait arriver à ce résultat. Et je vous donne jusqu'aux dernières élections, si vous prenez de 2018 à aujourd'hui, et si nous prenons l'élection de 2025 en compte, ça nous aurait fait 7 élections en 7 ans. C'est-à-dire nous avons presque une élection moyenne par an. À quel moment on sort des joutes électorales, de la tension liée au contexte électoral pour s'occuper du bien-être de nos compatriotes? Donc la Ve République crée un cadre dans lequel le travail devient la première valeur et le travail qui produit des résultats pour nos compatriotes devient la valeur sûre. Et nous devons nous consacrer à cela. Alors, Monsieur le ministre, vous permettez, nous allons marquer une courte pause et juste après, nous allons recevoir quelques auditeurs qui auront certainement des questions à vous poser. On se dit à tout de suite. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général du gouvernement et avec lui, nous revenons sur la déclaration de politique générale du gouvernement avec en ligne de mire la prise en compte des aspirations et des attentes des Togolais. À présent, l'antenne est à vous pour vous exprimer et poser vos questions à notre invité 91 09 71 71 96 61 58 58. Nous avons le premier auditeur en ligne, nous le prenons, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur Michel.
Je crois que ce que le secrétaire est en train de dire, il dit quelque chose et il se contredit en même temps, lui-même. Quand il dit le mot beaucoup, nombreux, quand on dit les Togolais souffrent beaucoup, nombreux, et que lui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Et que quelles sont les enquêtes chiffrées ou bien les proportions données scientifiquement pour prouver ce que les gens ou bien ce que le journaliste est en train de dire. Il a parlé de Kara, d'un retour d'une rencontre de Kara. Quels sont les chiffres aussi qu'ils disposent et les localités dans lesquelles ils ont fait ces enquêtes? Je voudrais lui poser également une deuxième question. Oui, Michel, est-ce que vous voudriez bien repréciser votre question, s'il vous plaît? Oui, vous disiez qu'il y a beaucoup de Togolais qui souffrent et qui ont des problèmes et que l'Église catholique, la réunion des la conférence épiscopale des évêques du Togo. Voilà, a dit que beaucoup de situations dramatiques se passent dans notre pays. Et il a dit non, mais il se passe sur quel chiffre? C'est pour ça que je demande eux aussi leur consultation quand ils ont fait à Kara. Ils se basaient sur quel chiffre et combien de personnes, quelles sont les localités de Kara sur lesquelles ils ont eu ces informations ou bien ces éléments-là qui indiquent la satisfaction totale des Togolais de cette localité. Alors, quels sont les pourcentages? Quand je dis ça, je voudrais lui poser la question, combien de personnes, c'est-à-dire quelle est la proportion des personnes dont il vit les réalités au quotidien chaque jour en tant que secrétaire et ex-ministre, qu'ils nous le disent par rapport à ceux qui vivent le quotidien des Togolais. Je voudrais lui rappeler ceci. Quand vous prenez le Togo, le gaz habitable au Togo est vendu presque à 10 000 francs. La bonbonne comment on appelle, la grosse bouteille. Mais il faut aller au Burkina et voir. Le Burkina n'a pas de port. Le Burkina n'exploite pas le gaz. D'accord. Michel, merci de faire bref. Nous avons beaucoup de points à développer à propos de ce sujet-là. Nous allons prendre le prochain auditeur rapidement. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Pélé. Bonjour, oui, c'est Pélé. Pélé, bienvenue dans le débat. Oui, excellent, bonjour. S'il vous plaît, en raison du temps qui nous est imparti, est-ce que vous voudriez bien aller rapidement à votre préoccupation? Voilà. Je voudrais demander à M. le ministre conseiller du président Faure, tout à l'heure, il parle que le chef de l'État dit nul ne sera laissé pour compte ou bien de côté. Est-ce que c'est ça qui dit qu'une minorité de s'accaparera plus la chair du pays et on ne fera plus la surfacturation à l'administration? Bon, toutes ces choses-là se sont passées. On nous a dit que les gens sont en train de payer, ceux qui ont volé sont en train de payer l'argent à quelque part. Qui sont ceux-là? Et où est-ce qu'ils sont en train de payer? Et combien ils sont en train de payer? Tous ces comptes-là feront comment? À la Cour des comptes ou comment? Merci. Merci Pélé. Nous allons prendre le troisième auditeur, Nana FM, allô. Allô, bonjour. Oui, Nana FM. Oui, allô, bonjour, c'est monsieur? C'est Rabiou de Bengal. Rabiou. Oui. Bienvenue dans le débat. Votre préoccupation? Merci. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour. J'ai deux préoccupations. Première préoccupation, quel CENI organisera les élections sénatoriales? Deuxième préoccupation, nous les promoteurs agricoles de Bengal, on a l'impression que vous nous avez oubliés dans le programme dénommé PULSE. Puisque depuis que ce programme a été lancé, rien n'est fait pour nous les promoteurs agricoles, pour nous les entrepreneurs. Rien n'est fait. Vous nous avez promis des tracteurs et tout ça. On a rempli des formalités. Mais depuis, on ne voit rien venir. Ça fait presque bientôt un an. Veuillez nous situer, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier auditeur, Nana FM, allô. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Oui, je suis Fernandez Toyou. Fernandez. Oui, Toyou, je vous appelle de Sokolé. D'accord. Bienvenue. Je dis bonjour à monsieur le secrétaire général. Merci pour cette pédagogie qui se fait. J'espère que ça va toujours continuer comme ça et que ce n'est pas l'occasion de la formation d'un nouveau gouvernement qu'on le fait, parce que depuis la semaine dernière, ça se fait. Merci à vous. Merci. La première préoccupation, on a souvent parlé de la transformation des médias publics en office. Mais bon, depuis quelque temps,
ce dossier, on ne parle plus de ça. Monsieur le secrétaire général du gouvernement ne parle plus jamais de ça. Et la ministre de la Communication également ne parle plus jamais de ça. Nous ne savons pas si, entre-temps, c'est classé ou bien qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ma première préoccupation. Maintenant, la deuxième préoccupation, en lisant la Constitution, nous avons constaté qu'on parle de la mise en place du Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait. Donc, je voudrais savoir, il y a quelle différence entre cette institution et le Conseil national du dialogue social ainsi que le Conseil national du patronat. Voilà. Et aussi, je voudrais féliciter le gouvernement par rapport à un point concernant la digitalisation. Franchement, s'il faut noter le gouvernement, je peux leur donner 15 sur 20. Donc, félicitations à eux par rapport à ça. Il faut un suivi parce que nous sommes arnaqués par rapport à certaines choses au niveau de la justice concernant les casiers judiciaires. Merci beaucoup et bonne émission. Merci beaucoup, Fernandez. Merci de votre intervention. Je pense qu'on va mettre fin aux appels, vu la densité des points à développer dans ce sujet-là. Nous allons répondre rapidement à Fernandez concernant le passage des médias publics en office. Où est-ce qu'on en est? Alors, le travail avait déjà été fait sous le gouvernement antérieur. Et on avait déjà fait, toutes les réformes législatives sont faites. Les tests de ces médias, TVT, Radio Top, etc. ont été modifiés. On est dans un processus de mise en place où les organes de gouvernance doivent être encore établis. Le premier casting est en train de se faire pour faire les conseils d'administration des deux sociétés qui vont gouverner ce secteur dans sa nouvelle réforme. Et adossé à cela, il y a un projet de loi qui a été élaboré, mais qui est un peu dense, et qui malheureusement est arrivé à peu près à la veille des élections. C'est ce qui a mis du temps, parce qu'il faut refaire le test, donc la loi qui gouverne tout le secteur. Donc ce projet est un préalable à cela. On va y travailler. Le projet a déjà été déposé par le ministère au niveau du gouvernement et on devrait pouvoir l'examiner. Alors je ne sais pas si on pourra le faire dans la période actuelle où nous sommes déjà sur 3 axes, mais ce sont des questions qu'on va en discuter avec la ministre de la Communication et on verra comment on peut mettre du rythme pour faire cette modification. Alors, je pense qu'il a... Mais ça n'a pas été abandonné. D'accord. Il a posé une question, peut-être l'occasion faisant le larron, il a voulu saisir l'occasion. Peut-être même terminer, ça termine très bien d'ailleurs. Vous avez vu que le président de la RAC qui est passé maintenant à l'organe régional a promis que l'un des objectifs de son mandat, c'est la question de la mise en place de la TNT. On ne peut le faire que dans le cadre renouvelé. Alors, quel CENI pour organiser les élections sénatoriales? Alors, cette question est très importante parce que précisément... D'abord, avant de répondre à la CENI, j'explique 2 choses. J'ai dit tout à l'heure qu'une fois qu'on a mis en place, parallèlement à la mise en place des conseils régionaux, on va faire des réformes législatives et il y a le chronogramme de la transition, de la période transitoire qui est établi, qui doit être discuté. Précisément sur ce point, le président de la République, dans le cadre de sa politique de concertation et de gouvernance concertée, a instruit le gouvernement de prendre les initiatives nécessaires pour que le cadre permanent de concertation se penche sur, d'une part, la question des étapes à venir dans la mise en place des institutions de la Ve République, ensuite sur les réformes importantes comme le code électoral. Et la question de la CENI se situe précisément là. Donc le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière va dans les jours à venir prendre les initiatives nécessaires pour rassembler le cadre permanent de concertation pour aborder ces questions, puisqu'on ne peut pas parler du code électoral sans parler de la CENI. Et à l'issue de ces concertations, les différentes propositions permettront au gouvernement de retenir les options nécessaires à la réforme et puis au lancement du processus. C'est une première chose qui est fondamentale. Elle vient encore une fois sur l'ouverture du gouvernement. Vous avez pu voir que c'est ouvert à d'autres opinions politiques. Et je peux vous assurer que le chef de l'État tient fondamentalement à ce qu'un dialogue existe en permanence avec les acteurs, autant sur la forme que doivent prendre la période transitoire que sur les innovations que nous pouvons y apporter. Évidemment, il faut clarifier le débat. À la date où nous sommes aujourd'hui, la question d'un retour à la Constitution de la 4e République n'est plus d'actualité. Le processus est irréversible aujourd'hui. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps à vouloir revenir sur un dialogue, sur des questions qui sont déjà antérieures, passées, ou la 5e est déjà en cours. Mais en revanche, toutes les contributions, toutes les participations, que ce soit des compétences qui souhaitent participer à ce schéma, évidemment, le président de la République sera attentif à cela.
Alors, Michel voudrait savoir sur quelle base vous affirmez que beaucoup de Togolais sont satisfaits de l'action. Non, je n'ai pas dit beaucoup. Précisément, je comptais ces chiffres, ces mots beaucoup nombreux, etc. Je comptais ces mots beaucoup nombreux qui ne donnent aucune indication. J'ai indiqué tout à l'heure, mais je ne vais pas abreuver, on n'a pas beaucoup de temps, qu'un bilan de la feuille de route est achevé, est en cours de validation actuellement, avec des chiffres secteur par secteur, projet par projet, une moyenne que j'ai indiquée. Moi, j'ai indiqué aujourd'hui un achèvement de la feuille de route. Après, il y a une enquête de satisfaction qui doit se faire et qui nous donne des chiffres réels. L'exemple de Kara, je crois qu'il a mal compris. Je n'ai pas dit qu'une étude a été faite sur Kara. J'ai dit qu'une réunion a eu lieu la semaine dernière à Kara, dans lequel les députés ont remonté également, puisqu'ils ont fait du terrain pendant leur intercession, et ils ont échangé avec le gouvernement sur un certain nombre d'axes liés à la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, et qui vont nous permettre, donc, en prenant les actions, de tenir compte de cela. J'ai bien entendu que notre ami qui est intervenu doit être forcément de la tranche de ceux qui sont insatisfaits. Nous ferons en sorte à ce que le gouvernement prenne en compte ses propres occupations, de sorte à ce que cela soit réglé, que la prochaine fois, ils soient plus satisfaits. Alors, on va revenir rapidement sur la question de la nomination des gouverneurs. Et parmi les gouverneurs nommés par le chef de l'État, Acha Dedi Yafo a été, on va dire, permettez l'expression, largué dans les savanes. Pourquoi l'a-t-on envoyé à l'extrême nord alors qu'il est de la préfecture de Tchaoudjo, dans la centrale qui n'a de surcroît pas de gouverneur? Alors, peut-être une première rectification. M. Acha est de Tchamba. Pas de Tchaoudjo, mais de la préfecture de Tchamba. Et vous noterez d'ailleurs que sur les gouverneurs qui ont été nommés, aucun n'a été nommé dans sa région d'origine. Donc, le fait qu'il soit des centrales et qu'il soit nommé au Savanes n'est pas lié vraiment à cette question. En réalité, quand vous regardez les compétences de M. Acha et les problématiques qui se posent dans les Savanes, son CV vous saute aux yeux. Première chose, la région des Savanes, un des interlocuteurs, des intervenants tout à l'heure a évoqué le cas de Pindial avec les questions agricoles et la mise en œuvre du PURS, donc le programme d'urgence et de résilience des Savanes, qui depuis a été nationalisé, donc est sorti des Savanes pour devenir le programme d'urgence et de résilience des communautés, de sécurité des communautés. Donc nationalisable, on peut le mettre d'une région dans une autre. Mais M. Acha va avoir pour rôle principal de coordonner la totalité des activités dans les Savanes. Les Savanes sont en proie aujourd'hui à des incursions terroristes et nous avons des opérations militaires qui sont en cours dans cette région. Nous avons le PURS qui vient en soutien aux populations dans le cadre de la résilience face à ces incursions terroristes. Vous pensez que M. Acha a l'étoffe nécessaire pour eux? Et ensuite, vous avez dans cette région un développement. Il y a les fonctions classiques des gouverneurs. Mes prédécesseurs qui sont passés ici, notamment le ministre Siapé, avait déjà rappelé les grandes fonctions des gouverneurs. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, le rôle de décentralisation, etc. Mais M. Acha aura la particularité de faire le développement des activités civiles, administratives qu'on a habituellement, économiques, sociales, représenter l'État et tout le monde. Mais il est le grand patron de l'opération Kundouare. C'est lui qui patronnera les opérations militaires qui se font. Et donc l'officier général qui dirige cette opération Kundouare est placé sous l'autorité de M. Acha Dedi, qui est à la fois gouverneur et le haut représentant du chef de l'État dans la région des Savanes. La région des Savanes est limitée par un pays voisin. Donc il faut aussi avoir de l'entre-gens et de la diplomatie. Nous avons déployé dans la région des Savanes, comme partout au Togo, le CIPLEV, la commission interministérielle liée contre la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc il y a un rôle à jouer là-dessus, et ceux qui connaissent M. Acha savent qu'il remplit toutes les cases que j'ai évoquées pour pouvoir gérer cela. On n'a pas voulu militariser l'administration dans les Savanes. On a déjà une opération militaire avec un commandant des opérations. Et le fait d'avoir un civil qui a de l'entre-gens, qui a de la diplomatie, qui était un homme de grande expérience, est important. Et puis la région de Savane, pour terminer, c'est la dernière zone avant les pays de l'Interland. Et une zone de transit pour nos transporteurs. Évidemment, M. Acha, qui a dirigé le ministère des Transports aériens, terrestres, donc routiers à l'époque, et ferroviaires, devient un acteur important qui connaît la problématique du transport, du fret et des personnes, et qui doit traverser cette région et qui pourra apporter une expertise fondamentale. Voilà pourquoi le gouverneur de la région des Savanes est plus spécial, vous me permettez de le dire, que les autres gouverneurs que vous avez. Peut-être une petite particularité sur le gouvernement de Lomé, simplement en 2 mots. La nuance avec le gouverneur du district autonome, c'est que le district autonome, son gouverneur, Mme Kassa, est le chef de l'exécutif du district autonome. Dans les autres régions, le gouverneur, c'est l'organe de l'État qui contrôle l'exécutif local, qui lui va avoir un président du conseil régional, avec, comme on l'avait déjà dit, le gouverneur qui fait le contrôle de l'égalité, l'acceptation du budget, etc.
Mais dans le cadre du district autonome de Lomé, le chef de l'exécutif régional, si je peux l'appeler ainsi, du district autonome, ce sera le gouverneur, entouré de 52 conseillers, la moitié nommée par les 13 communes de Lomé et l'autre moitié nommée par le chef de l'État. Alors, en tant que secrétaire général du gouvernement, vous êtes la cheville ouvrière du gouvernement et vous êtes dans les secrets des dieux. Nous allons profiter de votre passage ici pour aborder cette question de la contestation de la Constitution. Vous savez, le parti au pouvoir a toujours vanté les mérites du chef de l'État comme étant un homme de dialogue. Et pourtant, il y a depuis plusieurs jours déjà, plusieurs mois, on va dire, un sujet qui continue de diviser les Togolais. C'est bien évidemment la Constitution de la Ve République. Pourquoi le pouvoir n'a-t-il pas jusque-là ouvert un dialogue avec les contestataires de la nouvelle loi fondamentale pour, du moins, aplanir les divergences au nom de l'harmonie sociale? Alors, la première chose, encore une fois, quand on dit ça divise les Togolais, vous voyez, ce sont des mots qui veulent donner de l'amplitude à quelque chose. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui contestent toujours. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a combien? La mise en œuvre il y en a combien? de cette Constitution. Il y a aujourd'hui, si vous prenez les chefs de partis politiques qui se sont exprimés sur le sujet, ce sont moins d'une dizaine. Vérifiez, faites le compte. Vous avez une dizaine de personnes qui sont certes chefs de partis politiques, qui se sont exprimés, dont certains n'ont jamais été à aucune élection, dont on ne mesure même pas la représentativité, et qui vous disent que les Togolais sont divisés. Mais nous constatons aussi que tous les mouvements qui ont été appelés à protester là-dessus, malheureusement, ont fait échec. Ça veut dire au minimum que nos compatriotes sont indifférents à ce sujet. Et que leurs préoccupations, le curseur s'est déplacé des débats politico-politiciens vers des débats économiques et sociaux. Et vous avez vu les auditeurs qui sont intervenus, il n'y en a pas beaucoup qui ont abordé la question politique. Ils sont restés sur des questions de développement, tracteurs d'Ampengal, pouvoir d'achat, corruption, etc. Ils n'ont pas abordé les questions politiques. Ça veut dire qu'au minimum, aujourd'hui, nos compatriotes, on peut dire qu'ils sont indifférents aux questions politiciennes, mais les contestataires dont on parle, qui sont minoritaires, extrêmement minoritaires, ceux exclusivement des chefs de partis politiques, seront pris en compte. J'ai annoncé tout à l'heure que le chef de l'État est resté attaché à sa politique de gouvernance concertée. Le gouvernement a été ouvert à d'autres opinions politiques que l'opinion majoritaire. Mais ensuite, il reste des institutions qui sont encore ouvertes à tous ceux, tout Togolais qui souhaitent y contribuer, peu importe son origine politique ou partisane. Et la troisième chose, j'ai indiqué tout à l'heure que le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre les initiatives nécessaires pour que le cadre de concertation permanente se rassemble et discute de ces questions constitutionnelles. Mais j'ai précisé aussi que la question du principe de retour à la Constitution n'est plus possible. Aujourd'hui, la Constitution de la 5e est irréversible. On peut contribuer à son avancement, mais on ne peut pas remettre le débat sur le retour. Et sur l'avancement, que ce soit pour les institutions qui vont gouverner la période, le calendrier, la participation aux institutions à venir, leur amélioration, etc., le gouvernement reste totalement ouvert à cela. Le Togo appartient à nous tous. Les institutions qui sont mises en place appartiennent à nous tous. Et nous devons pouvoir accepter tout le monde, peu importe son positionnement antérieur, sa contestation, ses prises d'opinion politiques. Oui, quand vous dites que les contestataires seront pris en compte, c'est quoi la formule? Un cadre de dialogue va être... On a un cadre de dialogue permanent qui existe. C'est ce que ça s'appelle, c'est le CPC, le cadre de dialogue et de concertation, le cadre permanent de dialogue et de concertation. C'est un cadre qui est ouvert à tous les acteurs. Ah oui, absolument. Si ça sera discuté, ce sera mis à l'agenda. En particulier, les réformes qui vont intervenir. Vous avez la loi sur le code électoral, vous avez la loi sur le nombre de sénateurs à l'Assemblée, vous avez un certain nombre de tests qui doivent être pris par le gouvernement, et ils auront l'opportunité de se prononcer sur ces sujets, de donner leur opinion, d'y contribuer par leurs compétences, par leurs idées, pour que le processus soit renforcé et amélioré. Alors, donc on est toujours en dialogue. Mais je voudrais rassurer nos compatriotes. Vous savez, ne vous trompez pas depuis le temps qu'on est au Togo, maintenant, je crois qu'on est tous ensemble il y a longtemps. Et vous noterez que, quels que soient les moments de difficultés politiques que nous n'avons jamais rompu le dialogue avec l'opposition. Et l'opposition n'en a jamais rompu avec nous. Après, il y a des contestations, bien évidemment, ce sont des méthodes politiques. Mais nous sommes toujours en contact, et je crois que c'est un point fort du Togo, que quelles que soient les divergences entre ses fils, ils se parlent toujours. Alors, une question sociale pour terminer, puisque vous en parliez, et c'est ça qui intéresse bien évidemment les Togolais, bientôt la rentrée scolaire, et comme c'est le cas chaque année, de nombreux parents sont en difficulté pour acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. Alors,
la question qu'on se pose, à quand la gratuité totale de l'école, prenant en compte les fournitures et la ration des enfants dans les écoles publiques du moins, pour un tant soit peu alléger la souffrance des Togolais, des parents. La gratuité de l'école ne porte pas sur les fournitures en général. Alors, c'est une pour l'instant, c'est la suppression des frais scolaires. Voilà, la suppression des frais scolaires, la mise en place des cantines scolaires et leur expansion le plus possible à tout le territoire pour permettre à nos enfants de pouvoir disposer de nourriture et d'encourager leur fréquentation des écoles. La question des fournitures, mon collègue de l'enseignement viendra faire les annonces, comme il fait toujours au début des rentrées. Il expliquera le contexte dans lequel c'est organisé, les dispositions qui sont prises par le gouvernement. Je ne veux pas anticiper cela, mais il y a un certain nombre d'annonces qui vont être faites par le ministre Okoloko en expliquant aux parents et à nous tous comment la période de l'entrée scolaire va s'organiser. Et aujourd'hui, je note par exemple que beaucoup d'institutions publics et privés ont pris des initiatives pour accompagner la solidarité. On a parlé de la solidarité tout à l'heure. Des églises ont pris des initiatives, des associations de la société civile et le gouvernement, le ministère de l'Action sociale notamment, l'éducation nationale, enseignement technique, enseignement primaire et secondaire, ont pris des initiatives pour accompagner les plus vulnérables d'entre nous pour ce qui concerne les fournitures. Le chef de l'État est en train de prendre des dispositions pour accompagner également la rentrée, sûrement par tous les parents d'élèves. Même mon collègue en parlera avec plus de détails. Il aura plus de temps pour aller dans les détails quand vous le recevrez. Et voilà, merci à vous, Christian Crimois. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à propos de la déclaration de politique générale du gouvernement de transition. Cette émission est à réécouter à volonté sur nos réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube officielle Nana FM. Merci à Stan Teko pour la complicité technique. Moi, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio. Merci.